Pour la première fois depuis 8 ans qu'est apparu Imu, Luffy, notre protagoniste, notre héros, affronte le roi du monde comme l'ont fait autrefois les légendes qui ont marqué l'incident de God Valley. Ce chapitre signe bien une chose, le début de la guerre finale entre la prochaine apparition de Imu en personne sur Elbaf, ses chevaliers divins littéralement dénués de cœur comme la régénération de Somers le montre, la disparition des livres de la bibliothèque d'Elbaf et une théorie sur Biblo qui serait en réalité un personnage très connu des lecteurs de One Piece. Nous avons énormément de choses à voir ensemble aujourd'hui, alors yo les bros et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle review du chapitre 1178 de One Piece. Installez-vous confortablement car ça commence dès maintenant. On va ouvrir le bal par le petit résumé de ce chapitre absolument incroyable. Pour cause, le combat entre Imu, Loki et Luffy commence enfin. Imu prend sa forme d'ombre similaire à celle prise sur God Valley en sortant de Saturne et pendant qu'elle essaye de domiriverser Luffy et Loki, elle se rend compte que ce pouvoir ne fonctionne pas chez eux et qu'une solution différente doit être trouvée. Loki et Ragnir, eux, ne perdent pas de temps et parviennent à immobiliser dans la glace l'ombre de Imu avant que celle-ci ne disparaisse. Tiens. Du côté des Mugiwara et des géants, tout se passe relativement bien et Chopper continue d'exorciser les Domi-Reversi avec un très grand succès. Il y a malgré tout un problème assez sérieux sur Elbaf, leur bibliothèque est entièrement vide. Biblo, le hibou et tous les livres des géants, mais aussi les livres sauvés de la tragédie d'Ohara, se sont volatilisés sans savoir où ni comment. Pour finir, Somers parvient enfin à se régénérer de l'attaque de Luffy et laisse apparaître un étrange cœur mécanique et artificiel. Imu sur Marie-Joise de son côté ira annoncer au Gorosei qu'elle devra quitter le château pendant un moment, sans donner le lieu et la raison, laissant ainsi suggérer une apparition prochaine sur Elbaf pour terminer ce qu'ils ont commencé. Voilà ce qui est très brièvement résumé le chapitre 1178 qui, vous l'aurez compris, a généré chez moi pas mal de hype et j'espère que de votre côté aussi. C'est l'heure d'analyser point par point tous ces sujets, c'est l'heure aussi de liker cette vidéo et de vous abonner ainsi que de me donner votre avis en commentaire. Merci les bros et commençons par le premier des sujets. Que s'est-il passé dans la bibliothèque d'Elbaf? Alors que la situation sur Elbaf commence à se stabiliser, la bibliothèque du hibou est entièrement vidée de ses livres et leur gardien Biblo a lui aussi disparu. Pour le coup, il y a vraiment de quoi paniquer car je vous rappelle que c'est ici qu'étaient conservés les ouvrages ayant résisté à la destruction d'Ohara il y a plus de 20 ans. En gros, les derniers vestiges du monde ayant été collectés pendant des dizaines d'années par les savants d'Ohara ont échappé à la destruction pour finir par véritablement disparaître aujourd'hui. Mais Inspecteur Gogo va mener son enquête et nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé et j'ai un tas de pistes passionnantes et prometteuses à vous exposer. En fait, et plus précisément, j'ai fait 2 théories que je vais vous présenter. Dans cette première théorie, nous allons partir de l'éventualité que Biblo a quitté la bibliothèque tout en protégeant les livres. En effet, pour ceux qui ne se souviennent pas de tout le concernant, remontons au chapitre 1134 et 1135 où on y découvre Biblo, le gardien de la bibliothèque d'Elbaf. Cette dernière recueille à la fois les livres originaires d'Elbaf comme le précise Zoro en disant à Chopper qu'il possède des livres de médecine traditionnelle ou en préservant le Harley qu'il fera lire à Robin, mais aussi et surtout tous les livres d'Ohara que les chercheurs ont protégés au péril de leur vie. Le hibou, lui, a un étrange rôle et pouvoir. Il est vieux de plusieurs siècles d'après Zoro et lorsque quelqu'un pénètre dans la bibliothèque avec un livre, ce dernier s'agrandit et s'adapte directement à la taille d'un géant. D'après Lilith, donc Vegapunk, ce hibou serait un hibou éducateur qui a mangé le Ikunomi, le fruit de la croissance capable d'agrandir tout ce qui est inorganique tel que les livres. Chose à savoir, apparemment, il est impossible d'effectuer le processus inverse, à savoir de rapetisser un livre de géant. Voilà, donc ça c'est globalement tout ce qu'on sait de cette bibliothèque et de son gardien et en fait, on n'est pas sûr de savoir tant de choses que ça non plus. C'est-à-dire que la formule de Lilith laisse suggérer que c'est un hibou éducateur, sauf que ce n'est pas une certitude et qu'en plus de ça, qu'est-ce que c'est un hibou éducateur? Genre là, Oda, quand il a écrit ça, il s'est dit ils vont comprendre. Alors, on imagine que c'est un peu le même principe que les kung-fu du gong d'Alabasta, c'est littéralement des otaries tortues pros en arts martiaux, donc à la rigueur ok qu'un hibou ait une spécialité un petit peu intellectuelle, ça reste assez dans le thème symbolique de cet animal qui, dans les mythes de notre monde depuis des siècles, symbolise l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Donc pour en revenir au sujet, depuis le début du feu de la bibliothèque au chapitre 1148, Biblo n'a plus été vu, ni les livres d'ailleurs. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a commencé à brûler et qu'au chapitre 1176, Nami et Lilith ont stoppé l'incendie. Alors qu'a-t-il bien pu se passer entre-temps pour que
tout disparaisse. Comme je vous l'ai dit au début de cette théorie, Biblo aurait agi pour protéger les livres. Étant donné qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ce qu'il est vraiment ainsi que de ses pouvoirs, je vous rappelle que Lilith parle de lui au conditionnel et ne fait que de spéculer sur ce qu'il est réellement. Il est donc fort possible que tout ne nous ait pas été dit au sujet de ce hibou et de son pouvoir. Biblo aurait pu éveiller son pouvoir, lui permettant d'inverser le processus de gigantification en rapetissant tous les livres et en les emportant avec lui. Notons déjà que les livres d'Ohara peuvent tous être réduits, puisqu'ils sont de taille humaine de base et reprendraient alors simplement leur taille d'origine. Et concernant l'éveil de Biblo, c'est déjà en partie ce qu'il semble être capable de faire, puisque son pouvoir influence un territoire défini, la bibliothèque, comme tout éveil de paramécia qui se respecte. En ayant conscience de l'importance de ces livres, chose que Biblo semblait avoir, il les aurait protégés et déplacés vers le seul royaume actuellement sécurisé, le royaume du ciel, le 3e et plus haut étage de l'arbre d'Elbaf. Après tout, il peut voler, c'est un oiseau, il a une taille géante, une force et une intelligence suffisamment développées pour transporter tous ses livres dans un ou plusieurs sacs. Honnêtement, je trouve le scénario plutôt simple mais efficace. Mais j'ai quand même eu une petite pensée que je n'ai pas pu ignorer parce que je trouve les zones d'ombre autour de cette entité vraiment très étranges. Et si Biblo n'était pas vraiment celui qu'on croit, vu que Vegapunk lui-même n'en sait strictement rien? Et si nous apprenions que Biblo cache en réalité une autre identité, celle d'un personnage que l'on connaît bien depuis plus de 26 ans, enfin, je dis qu'on connaît bien, mais en réalité, il n'a été cité que 2 fois. La première, c'est sur Little Garden, et plus récemment, c'est sur Elbaf. Je parle évidemment de Louis Arnott, l'explorateur. J'ai bien réfléchi et je maintiens vraiment ce que je dis depuis quelques mois et années sur les Zoans et Zoans mythiques. Ils représentent le futur de One Piece, dans le sens où c'est à travers eux que le monde et son histoire nous sera révélé. Nika en est la preuve, mais encore récemment, il y a quelques semaines, nous apprenions que Nika, Nidog et Ratatosk, 3 Zoans mythiques, se sont combattus il y a des siècles, et même que le processus de réincarnation des fruits du démon était encore plus étrange que nous le pensions, puisque l'écureuil s'est réincarné dans le marteau Ragnir. En fait, même pas besoin de remonter aussi loin, puisque la semaine dernière, nous avons tous été captivés par la capacité de Chopper à annuler le Domiriversi juste en frappant les géants. Ce qui est là encore et très probablement lié à son Ito-Itonomi, pourtant le simple Zoan de l'humain. Pouvons-nous certifier que Biblo est un simple hibou et non un Zoan ou un Zoan mythique, mais aussi pouvons-nous certifier que ce n'est pas Louis Arnott sans tenir compte de nos attentes personnelles? Louis Arnott est lié aux géants depuis l'arc de Little Garden. Oda l'a toujours réservé pour ce peuple, cette culture et le pays d'Elbaf, puisque nous apprenions qu'en plus d'avoir visité la première île de Paradise, il a aussi visité l'une des îles les plus reculées du Nouveau Monde. À la fin du chapitre 1132, Louis Arnott nous met même en garde sur cette île magnifique qu'est Elbaf et à quel point il ne faut surtout pas y rester longtemps, paroles qui aujourd'hui sont encore emplies de mystères. Et si Arnott avait succombé au piège d'Elbaf il y a des siècles, se transformant petit à petit en gardien de la bibliothèque du hibou après en avoir consommé le Zoan? Ça collerait parfaitement à son thème. Louis Arnott est un explorateur à l'origine de contes et d'aventures exceptionnels publiés dans Bragmen que les gens n'ont jamais cru, devenant ainsi des fables. Aujourd'hui, il garderait la bibliothèque de tous ces livres-là qui ne dépeignent non pas des mythes, mais bien une réalité. Vous noterez aussi la présence d'une chaise à côté de Biblo. Or, ce dernier est déjà perché sur sa branche et n'a aucune raison de nécessiter d'une chaise, qui plus est beaucoup trop petite pour lui. Si l'idée d'un Zoan se confirme, cette chaise serait alors destinée à sa forme humanoïde. Vous pensez probablement qu'il y a une incohérence car Biblo ne peut pas être ici depuis des siècles tout en connaissant Little Garden avec Dory et Broggy. Ce point faible de la théorie mérite d'être analysé car en relisant Little Garden, j'ai remarqué qu'à aucun moment Dory et Broggy ne mentionnent la venue ou l'existence de Louis Arnott. Au contraire, Dory révèle au chapitre 117 que de tous les humains étant venus sur cette île, aucun n'a survécu, le log pause étant trop long à se recharger. Il faut alors croire que la mention de géant de Louis Arnott lorsqu'il nomma Little Garden dans Bragmen ne fasse en réalité référence qu'aux dinosaures qui peuplent l'île et qui sont eux aussi grands que des géants. Pour finir, et bon, sacré hasard, mais Louis Arnott est né le 20 décembre, d'après sa vivecard. Et c'est dans le chapitre 1134, paru le 23 décembre, que Biblo est apparu pour la première fois, mais là encore, ce n'est peut-être qu'une pure coïncidence. Tant que nous ne savons pas ce que signifient vraiment les mots de Louis Arnott sur Elbaf et le temps, alors il faut garder en tête que cet homme puisse être davantage lié à Elbaf que nous le pensions. Et peut-être même qu'il soit toujours ici, depuis des siècles, que l'un des plus vieux personnages teasés en 1999 soit sous nos yeux depuis tout ce temps, sans même que nous nous en rendions compte. La symbolique biblique de l'arbre d'Adam, qui fait écho au premier homme créé par Dieu et à sa chute avec Ève après avoir goûté aux fruits interdits de l'arbre de la connaissance, prend ici un sens particulier. Dans One Piece, les fruits
fruits du démon sont de plus en plus mis en avant, tandis que les livres de l'arbre de la connaissance ont disparu en même temps que la personnification du diable à travers Imu. Avec tous ces éléments, j'ai du mal à croire qu'Oda ne prépare pas encore de grandes révélations et des retournements autour de l'origine et de l'utilisation de ces fruits, d'où ma facilité à imaginer que les Zoan et les fruits du démon continueront d'être au centre de cet arc. Bon, ça c'était que la théorie numéro 1. Maintenant passons à la théorie numéro 2 qui pour le coup est un peu à l'opposé de ce que vous venez de voir. Ça vous laissera le choix de me dire en commentaire laquelle des deux vous a le plus plu. Je vous disais plutôt que symboliquement le hibou dans les mythes était associé à la connaissance, l'intelligence et la sagesse, ce qui est vrai. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est aussi un symbole funeste, notamment dans les mythes nordiques où son cri peut être un signe de mort. Et en soi, c'est à partir du moment où Biblo est apparu dans les chapitres que tout a déraillé. Dès le chapitre 1135 où Zoro révèle la bibliothèque à Robin, la fin du chapitre signait déjà l'apparition de Gunko et Shamrock sur Elbaf, dans le château d'Harald. Et aujourd'hui, c'est quand Imu disparaît que Biblo disparaît aussi. Alors, aurait-il été contrôlé par Nerona, expliquant aussi au passage les yeux à cercle concentrique que possède le hibou, étrangement similaires à ceux d'Imu? Et s'il avait été manipulé par Imu pour détruire le savoir d'Elbaf, qui est leur plus grande richesse mais aussi la plus grande richesse du monde? Le gouvernement, ne voulant absolument pas que l'histoire ne perdure, aurait agi ainsi après la découverte de tous les ouvrages détenus et protégés par les géants d'Elbaf. C'est un scénario plutôt intéressant mais surtout totalement adapté à la haine que porte Imu pour les résidus d'histoire éparpillés aux quatre coins du monde, que ce soit à travers les poneglyphes ou les livres les plus fragiles. Donc c'est tout, c'est ça la théorie? Bah ouais, mais en fait c'est trop grave pour être vrai. La disparition de tous les ouvrages d'Ohara, alors qu'ils y ont déjà survécu une fois à cette destruction, non, je dirais pas que c'est impossible, mais ça serait un trop gros prix à payer pour nos protagonistes et l'histoire du monde. C'est donc là qu'intervient Vegapunk. Vegapunk entretenait d'excellents termes avec les géants d'Elbaf et Zoro. Il venait régulièrement et surtout, il a fait la chose la plus Vegapunkesque qui soit révélée au chapitre 1066. Il a lu tous les livres d'Ohara, tout ce que les scientifiques ont découvert à propos des mystères de ce monde, et il les a stockés dans son cerveau, analysant les informations jour après jour. Vous comprenez ce que ça signifie? Ohara ne disparaîtra plus jamais, ni même l'histoire, quand bien même les livres, eux, se volatiliseront ou brûleront. Vegapunk a tout enregistré et a combattu la fragilité des livres en les transformant en données et réparties entre chacun de ses clones. C'est-à-dire que le Punk Record volant dans les nuages à destination de Weatheria est aujourd'hui la vraie base de données de l'histoire du monde et des travaux d'Ohara. Certes, c'est moins charmant que des livres, mais ça a le mérite d'empêcher à l'histoire de ce monde de connaître une nouvelle tragédie, comme il y a 22 ans sur Ohara. Et je vous laisse deviner que l'excellente idée qui était de stocker tous ces livres dans une bibliothèque en bois sur la branche d'un arbre allait tôt ou tard finir par poser problème, la moindre étincelle et tout retourner à la poussière. Alors, derrière le caractère peut-être fatal de la disparition de la bibliothèque d'Ohara et d'Elbaf par un plan rondement bien mené par Imu, se cache finalement la solution à un problème vieux de 800 ans. Rien n'est perdu, tout est conservé, et ça, nous le devons à Vegapunk. Jusqu'à la fin de cette vidéo, on va rester sur le thème du gouvernement mondial, voulez-vous? En particulier sur Imu et tout ce que ce chapitre a révélé à son sujet. On commence par une petite observation de Marie-Joise qui semble bel et bien avoir subi une attaque à en juger les bâtiments détruits visibles sur la dernière page. Le château principal, lui, reste malgré tout intact. Je dois avouer trouver cette attaque sur Marie-Joise de plus en plus étrange, car à la fin du chapitre 1175, où Luffy, Nidhogg et Ragnir apparaissent, un gros plan se fait sur Imu et on voit une portion de Marie-Joise. Et tout le côté droit de Marie-Joise n'est pas visible. On découvre aujourd'hui que c'est apparemment la seule partie qui a été touchée. Donc pourquoi autant de panique s'il y a eu si peu de dégâts, et surtout pourquoi attaquer ce petit morceau de la cité des dragons célestes? C'est vraiment bizarre. Quand on nous disait que Marie-Joise était attaquée, on pensait à un vrai carnage, l'apocalypse, mais rien de tout ça. De plus, les restes du bâtiment laissent suggérer que c'est le feu qui l'a consumé. Donc, s'agirait-il bien des révolutionnaires et plus précisément de Sabo? Lui qui a déjà fait du repérage ici durant la rêverie doit bien connaître l'environnement et a peut-être une réserve stratégique des dragons célestes, leur dernière provision de nourriture, d'armes ou que sais-je encore. Si on prend cette hypothèse, alors est-ce que ce dernier n'aurait pas été capturé par le gouvernement et surtout les chevaliers divins, notamment Shamrock? Je vous jure que l'idée n'est pas totalement bête. Luffy a déjà eu un frère s'étant fait capturer par son adversaire principal. C'était Barbe Noire pour Ace. Aujourd'hui, ça serait Imu et le gouvernement pour Sabo. Ensuite, tout comme pour le sauvetage d'Ace qui a mis en lumière l'incroyable combat entre la marine et les pirates de Barbe Blanche sur Marineford, la capture de Sabo pourrait aujourd'hui justifier la guerre finale et ultime entre le gouvernement mondial et les révolutionnaires de Monkey D. Dragon. Le parallèle est absolument parfait. Dans cette guerre, les pacifistas seraient remplacés par les Séraphins, qui sont encore bien plus évolués et puissants. En parallèle, c'est aussi construit la même alliance que sur Impel Down entre Baggy et Crocodile, sauf que cette fois-ci, c'est un véritable équipage à part entière, la Cross Guild, qui bataillerait aux côtés de
Luffy. Pour finir, Shanks pourrait être une nouvelle fois au cœur même de cette guerre, lui qui était lié à Barbe Noire et qui a tenté d'avertir Barbe Blanche, serait aujourd'hui lié à Shamrock, son frère, et possible bourreau de sabots, tout en allant rencontrer Dragon pour combiner leurs forces et leurs connaissances pour faire chuter le gouvernement mondial. Voilà, donc ça c'est une théorie que j'adore, je l'ai faite il y a plus de 6 ans je crois maintenant, et si c'est vraiment les révolutionnaires qui ont attaqué, alors elle pourrait avoir une vraie cohérence, même si je dois avouer que la théorie qu'il s'agisse de l'équipage de Barbe Noire me fait quand même toujours autant de l'œil. Bref, on parlait de Chevalier Divin, et bien parlons de l'un d'eux, Somers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi a-t-il un cœur mécanique? Alors déjà, je pense comprendre pourquoi il cherchait tant d'émotions extrêmes et qu'il était tant sans cœur justement avec les parents et les enfants, que ce soit sur Elbaf ou God Valley, c'est littéralement parce qu'il n'avait pas de cœur quoi. Alors je sais pas comment exactement mener et justifier ça, mais je pense que Imu garde les cœurs de ses chevaliers divins sur Marie-Joise et que ce que nous voyons là est une création de Feu Saturne qui était lui aussi un éminent scientifique. Le cœur serait la seule vraie faiblesse des chevaliers divins. Sa destruction tuerait inévitablement son hôte et aurait des répercussions terribles sur Imu qui, comme nous l'avons vu quand Harald a été tué, subit elle-même des dégâts comme si un lien d'âme se brisait entre son chevalier et elle. Pour cause, la croyance populaire dit que le cœur est le siège de l'âme. Pour garder ses marionnettes effectives sans risquer de se mettre en danger, Imu aurait ordonné que chacun des chevaliers divins voit leur cœur être remplacé par un cœur artificiel qui agirait parfaitement normalement mais surtout qui les préserverait de la mort. C'est dans sa chambre froide, là où elle garde secret le chapeau de paille géant, qu'Imu conserve tous les cœurs de tous ses sujets, lui donnant pour toujours ce droit de vie ou de mort sur eux. Tant qu'ils sont ici, les chevaliers divins seraient donc théoriquement immortels. Si ce ne fut pas le cas pour Harald, c'est peut-être car elle ne pensait pas que quelqu'un serait capable de le tuer, comme elle a très justement souligné à sa mort. Mais aujourd'hui, grâce à Saturne et ses compétences scientifiques, biologiques et technologiques dont il disposait, tous les chevaliers divins se sont vus être modifiés, leur conférant une sorte d'invulnérabilité tant que leur vrai cœur n'est pas impacté, leur permettant une régénération sans risque d'être définitivement tué. Est-ce que l'eau aura un rôle à jouer dans tout ça, lui qui possède le Opéopénomie, le fruit en forme de cœur, capable justement d'extraire les cœurs de ses adversaires sans les endommager? Je pense effectivement pas que ce soit un hasard et que tout le thème orbitant autour de cet organe vital n'a pas fini d'être développé dans One Piece. Ne jouons pas les étonner si Imu préserve les cœurs de Joy Boy ou d'autres acteurs de l'ancien royaume. Il s'agirait d'une référence très subtile et parfaite d'Oda au cardiotaphe, un monument funéraire recueillant le cœur d'un défunt de haut rang. C'est une pratique religieuse très ancienne, collant à nouveau parfaitement avec le thème religieux autour du gouvernement mondial et de Imu. Si ma théorie se confirme, Oda pourrait faire un clin d'œil à la crypte des cœurs en Autriche regroupant pas moins de 54 cœurs de membres de la dynastie de Habsbourg, ou même à Anne de Bretagne, son cœur étant conservé, lui, dans un reliquaire en or à Nantes. D'ailleurs, comble de l'ironie, cette reine est décédée à Blois, non loin d'un certain château de Chambord ayant inspiré Oda, encore une fois, dans la création du palais Pangea de Marie-Joise. Ouais, j'avoue que je pensais pas que le manque de cœur de Somers nous ferait aller jusque là, mais honnêtement, j'aime beaucoup ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Dernier petit sujet avant d'attaquer le très lourd, Imu a mentionné Rox. Alors en soi, c'est rien de bien particulier, rien d'alarmant, rien de nouveau, mais quand même, Imu le considère. Elle le considère car elle n'a pas appelé Chebek Davy Jones, ou David Jones comme elle a pu le faire par le passé, et face à lui. Non, elle a bien appelé Rox son nom, enfin du coup son faux nom. Pourquoi c'est si important? Je pense que ça se traduit par l'incroyable impression que Chebek a dû lui faire sur God Valley. Elle est parvenue à le dissocier de son ancêtre, et c'est ce qu'elle fera avec Luffy, après l'avoir appelé Nika dans le chapitre précédent. Bientôt, la nouvelle génération lui montrera que le passé reste au passé, tout est différent aujourd'hui, et ce sont eux qui parviendront à la faire chuter, pas Nidog, Nika ou Joy Boy, mais bien Loki et Luffy. En tout cas, elle les craint. Elle craint ces hommes qui portent l'espoir et la volonté de l'ancien temps, car ce sont les seuls qui sont capables de lui barrer la route. Nous y voilà, le sujet principal de cette review. Le Domi Reversi ne fonctionne ni sur Luffy, ni sur Loki. Voici l'une des grandes révélations qui change encore pas mal de choses sur ce qu'on pensait savoir de cette technique d'Imu. Ça change surtout beaucoup de choses sur l'une des croyances populaires que le Domi Reversi ne faisait effet uniquement sur les personnes nées dans le pays dans lequel il était utilisé. J'ai jamais adhéré à 1000% à l'idée, mais c'était vraiment bien pensé puisque effectivement, cette technique n'a été utilisée que face aux géants sur Elbaf ou sur les Davy de God Valley. Puis Domi signifie littéralement maison en latin, donc c'était vraiment pas du tout improbable. Que ça ne marche pas sur Luffy, c'est donc logique puisqu'il ne viendrait pas sur Elbaf, enfin en tout cas de ce qu'on sait, non. Par contre, Loki, lui, normalement, il y a zéro doute, on a carrément assisté à sa naissance. Donc il y a une autre explication, que j'avais commencé à développer dans le dernier live sur le chapitre 1177 en voyant l'ombre démoniaque sortir du géant frappé par Chopper. Et si les utilisateurs de fruits du démon ne pouvaient être ciblés par le Domi Reversi? Après tout, les géants n'en ont pas, Chebek n'en avait pas, ou du moins il
il l'a pas montré, ni le reste des Devi. Par contre, Loki et Luffy, eux, en ont un, et pas n'importe lequel, des Zoan mythiques. Comme montré dans les grosses Golden que fout Chopper au géant démoniaque, il semble que l'entité démoniaque, justement, qui a pris le contrôle de leur corps, se retrouve à être projetée ou même dissociée du géant, différenciant bien le corps sain et l'esprit démoniaque qui l'habitait. Le terme de démon n'est d'ailleurs pas mentionné par hasard. On peut revenir au chapitre 385 s'il vous plaît. Bon, parce que dans celui-ci là, nous avons Jabra qui nous parle des démons et des utilisateurs de fruits du démon. Dans une croyance populaire, être un détenteur de pouvoir de fruits du démon signifie avoir un vrai démon à l'intérieur de son corps, signifiant aussi que si un utilisateur de fruits venait à s'approcher trop près d'un vrai fruit du démon, les deux entités démoniaques, de l'utilisateur et du fruit, se battraient et finiraient par exploser. Mais attendez 2 minutes, c'est pas littéralement ce qui nous est montré sur Elbaf par Chopper là? Est-ce que ça ne serait pas un démon, comme ceux des fruits du démon, qui a été expulsé à ce moment-là? Par-dessus tout, ça expliquerait pourquoi le Domi-Reversi ne fonctionnerait pas chez Luffy et Loki, eux ayant tous les deux des fruits du démon et donc des démons déjà en eux, comme le disait Jabra, ne pouvant donc en recevoir un deuxième et annulant le pacte démoniaque d'Imu. Imu ne peut tout simplement pas posséder un corps déjà contrôlé par un démon. C'est l'hypothèse qui me paraît honnêtement la plus probable et j'aurais même pu aller jusqu'à affirmer et défendre que ce soit ça, hein, mais il y a un problème quand même dans cette petite théorie. Pourquoi Imu utiliserait-elle une technique qu'elle sait inutile? Elle est bien consciente des Zoan possédés par ses adversaires, donc si le Domi-Reversi ne fonctionne pas sur des utilisateurs de fruits du démon, elle n'avait pas de raison d'essayer. Donc soit elle n'a jamais eu affaire à ce cas de figure avant et elle voulait vérifier que le Domi-Reversi ne fonctionnait vraiment pas sur les utilisateurs de fruits du démon, soit eh bien elle manque de puissance. Alors, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que Imu est moins puissante que Loki et Luffy, je dis que Imu, dans le corps de Gunko, n'est pas à son plein potentiel, et on en vient justement au vif du sujet, Imu s'apprête à arriver ici en personne sur Elbaf. C'est en effet ce que laisse imaginer la fin du chapitre, puisque pour la première fois depuis le chapitre 906 signant son apparition, Imu annonce au Gorosei qu'elle va quitter le château pendant quelques temps. Et si c'est le cas, la suite risque d'être bien différente. Normalement, je suis assez prudent avec les actions des antagonistes dans One Piece, hein. Vous le savez bien, je les surestime pas du tout. Au contraire, avant de penser à leur victoire, je mets souvent en avant leur défaite inévitable face à nos protagonistes, parce qu'ils ont très souvent l'avantage sur tous les points, notamment l'avantage scénaristique. Mais là, ce qui risque de se passer est différent. Il se passe un truc qui n'arrive qu'une fois par rencontre entre Luffy et l'antagoniste principal de l'arc. Ce truc, c'est la défaite. C'est presque systématique chez Oda. Lorsque Luffy croise l'antagoniste principal, il est trop fort pour lui et il se fait vaincre. Sur Alabasta, quand Luffy a croisé pour la première fois un grand corsaire, Crocodile, il s'est fait vaincre. Dans la première vraie défaite, il s'est retrouvé quasiment mort. Face au CP9 de Water 7, il s'est retrouvé bloqué, emprisonné. Bref, pas une vraie défaite, mais c'était pas l'objectif non plus recherché par le Cypher Paul à ce moment-là. En tout cas, il n'avait pas l'avantage sur eux. Face à Gecko Moria sur Thriller Bark, alors là, big défaite, hein, son ombre a été coupé, il était littéralement à la merci de son adversaire. Bon, alors là, je vous passe Magellan sur Impel Down, hein. Il est jamais passé autant près de la mort, le Luffy. Vient ensuite César Clone, qui l'a lui aussi vaincu en l'endormant avec son gaz. Étonnamment, il n'a pas lose face à Doflamingo, ou alors j'ai zappé. Par contre, il a perdu face à Big Mom, qui a résisté à son Gear Force sur Whole-Cake Island. Il a bien failli y passer face à Katakuri, mais pas de vraie défaite notable. Par contre, pour finir récemment, il s'est littéralement fait one-shot par Kaido, qui venait d'apparaître sur Wano dans leur tout premier affrontement. Et ça a continué très longtemps d'ailleurs, car même sur Onigashima et après avoir été entraîné, de tête, Luffy a je crois perdu pas moins de 3 fois, dont une fois qui lui a vraiment été fatale. Voilà, donc vous voyez où je veux en venir maintenant. Généralement, Luffy perd une première fois face au boss final. Il perd car il n'a pas la bonne technique, il perd car il n'a pas la bonne maîtrise, il perd parce qu'il faut nous faire croire à nous lecteurs que le monstre qu'il s'apprête à combattre est vraiment dangereux et que, attention, Luffy ne va peut-être pas gagner. Alors que si, mais bon. Donc toujours dans l'hypothèse où Imu débarque ici sur Elbaf pour s'occuper de Luffy et Loki en exploitant au maximum son potentiel, hein, chose qu'elle ne pouvait pas faire à travers Gunko, elle va infliger la première vraie défaite à Luffy, mais plus symbolique encore, la première défaite en Gear 50. Jusqu'à présent, Luffy a toujours manqué d'énergie dans cette forme, mais jamais il n'a été vraiment soumis à la puissance de son adversaire, car il a toujours été plus fort que les autres. Ça risque normalement de bien changer dès les prochains chapitres si Imu débarque. Rappelons que Imu confère sa puissance aux 3 pauvres chevaliers divins ayant presque asservi la légendaire Elbaf. Elle qui, sur God Valley, n'a subi strictement aucun dégât des attaques combinées des plus grandes puissances que ce monde ait portées. Toujours elle qui, sur Elbaf, n'a eu aucun mal à arracher la main de Brogy, l'un des plus puissants pirates
garde géant en utilisant de mystérieux pouvoirs démoniaques aussi terrifiants qu'illimités. Si tout va bien, la semaine prochaine marquera le début de la fin de nos protagonistes et de Luffy. Ça sera temporaire, ça ne sera qu'une formalité pour l'homme qui vaincra tous les maux d'ici la fin de l'histoire, mais si ça se passe comme je le sens et comme je le pense, alors le prochain chapitre fera rentrer l'arc d'Elbaf dans l'histoire, car l'apparition d'Imu face au Mugiwara pourrait aussi marquer la révélation de son vrai visage aux yeux du monde, enfin depuis tout ce temps. Et même déjà aujourd'hui, prenez un peu de recul sur ce qui vient de se passer, mais pour la première fois 8 ans après son apparition, Imu et Luffy se sont affrontés. En plus d'avoir déjà affronté Barbe Noire par le passé, c'est comme si Luffy avait à ce jour et officiellement combattu au moins une fois tous les principaux antagonistes de l'œuvre, mais surtout ses adversaires finaux. Symboliquement, ce chapitre est vraiment trop puissant. Nous parlions de la future apparition de la vraie Imu, mais alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire qu'elle n'a pas déjà fait ici? Eh bien, il y aura forcément de nouvelles techniques. Si Imu pouvait utiliser les pactes démoniaques simplement en contrôlant à distance Gunko, sa présence physique lui permettra une utilisation bien plus puissante et avancée de ces techniques. Comme je le disais, il y aurait donc d'autres alternatives à son pacte démoniaque dans lequel fait partie le Domi-Reversi, mais également du côté des invocations. On sait qu'Imu est capable d'invoquer des armes différentes venant d'une toute autre dimension. Cette technique sera encore améliorée et pourrait véritablement faire office de Buster Call. Des canons, des lasers, bref, un massacre. Et en parlant de Buster Call, l'apparition d'Imu pourrait très bien se faire avec l'arme antique utilisée sur Lulusia. Elle l'utiliserait pour détruire une partie d'Elbaf, et d'ailleurs je pense vraiment qu'au moins le château d'Harald se verra être anéanti. Car en plus de se retrouver sur une branche de l'arbre qui pourrait être coupée ou détruite, comme le village Haugen par le passé, dans le château se trouve encore l'origine de tous les problèmes actuels d'Elbaf. Le cercle Abyss déposé par Harald créant un véritable pont entre Marie-Joise et Elbaf. C'est d'ailleurs probablement par ici qu'Imu apparaîtra, si sa destination est bien l'île des géants. Donc comme je vous le disais aussi dans les précédentes reviews, la possible venue d'Imu pourrait signer son contrôle simultané et total de Killingham, Gunko et Somers. Nous voyons bien qu'actuellement, les trois sont parfaitement inutiles et il n'y a aucune raison que les Mugiwara les gardent captifs. Alors ça signifie simplement qu'ils vont s'enfuir et le pourront grâce à l'apparition d'Imu qui boostera leur pouvoir. D'ailleurs, concernant tout ce truc autour des chevaliers divins et du Domi-Reversi, si justement le meilleur moyen de contrôler Luffy et Loki était de faire d'eux des chevaliers divins. Alors, non, je dis pas qu'ils iront se mettre au service d'Imu, comme a voulu le faire Harald par le passé. Par contre, si Imu peut apposer sa marque démoniaque sur n'importe qui avec son vrai corps, en étant présente physiquement, ça sera peut-être le moyen pour elle de contrôler Loki et Luffy sans passer par le Domi-Reversi. Nous avons pu voir que la manipulation de la marque Abyss est bien plus puissante que le Domi-Reversi, il reste invulnérable, surpuissant, et l'emprise que Imu a sur leur esprit n'est pas inébranlable, mais il a l'air d'être bien plus profond. De plus, qu'il ait un fruit du démon ne changera probablement rien, puisque Somers, Killingham et Gunko sont tous les trois des utilisateurs de fruits du démon. Donc si la théorie que je vous exposais tout à l'heure se confirme et que le Domi-Reversi ne peut avoir d'effet que sur un humain n'ayant pas de fruits du démon, le pacte démoniaque des abysses est pour le coup bien différent, car ce n'est pas une possession démoniaque, mais bien un don, le don du pouvoir d'Imu. Est-ce que ça fonctionnera sur des personnes ne voulant pas devenir des chevaliers divins? Là est toute la question. La volonté d'Harald, bien qu'extrêmement forte, était motivée par le sacrifice de son corps, de son âme et de sa vie pour le bien d'Elbaf. Et devenir un chevalier divin était censé être pour lui un salut. Quant à Luffy et Loki, surtout Loki, il a déjà refusé de faire partie de ce groupe, et c'est très bien que le gouvernement est à l'origine de la mort de son père et de Rox. Cette retenue pourrait alors expliquer pourquoi la marque Abyss n'aurait aucun effet sur lui, ou du moins sur eux, même si l'hypothèse est, je pense, totalement valable. Pour finir, et tant qu'on y est sur la démonstration de puissance des zones mythiques, n'oubliez pas que Imu a une certaine capacité à se transformer en une sorte de dragon, elle aussi. En tout cas, c'est ce que laisse suggérer sa tête et ses crocs lorsqu'elle a avalé le feu de Sabo au chapitre 1085. Cette scène, nous pourrions la revivre très bientôt. Imu a un pouvoir de métamorphose, lequel, on ne sait pas exactement, mais elle est indéniablement plus menaçante encore que les 5 doyens apparus sur Egghead. Si elle est capable de nullifier les attaques de fruits du démon, comme elle a fait pour Sabo et son Mera Mera no Mi, alors les éléments de Nidhogg et de Ragnir seront absolument inutiles. Ça sera une perte de puissance énorme du côté des protagonistes, et là encore il faudra se reposer uniquement sur Luffy. Mais vous le voyez très bien, Luffy galère avec son Gear 5 et derrière toutes les facilités que ce pouvoir lui permet, il est très fragile, vraiment très fragile. Depuis son éveil, Luffy n'a pas passé un seul combat sans finir épuisé, parfois même jusqu'à 2 fois par combat. Aujourd'hui encore, il a très vite atteint ses limites en n'utilisant que 2 techniques, une face à Somers et une autre face à Imu dans ce chapitre. Même la première utilisation du Gear Force sur Dressrosa était bien mieux gérée que ça. C'est une faiblesse absolue qui va lui porter préjudice dans les prochains chapitres, et qui justifieront alors 2 choses, sa défaite prochaine et son nouveau level up, pour combler toutes ses plus grandes lacunes.
Et vous les bros, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Êtes-vous, vous aussi, hyper hypé de ce qui se prépare là? Je vous attends en commentaire, manifestez-vous, et comme je disais plus tôt, pour me soutenir gratuitement, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur like. Merci infiniment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, en plus grande forme, je l'espère. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous et de vos proches. Merci à tous. Peace les bros.